La télé, c'est comme un magazine, c'est comme DVD Vision. Dans DVD Vision, il y a des rubriques qui m'intéressent et des rubriques qui ne m'intéressent pas, ou qui ne m'intéressent pas tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Ben, je lis les rubriques qui m'intéressent. Celles qui ne m'intéressent pas ou qui ne m'intéressent pas tout de suite, je les lirai une autre fois. La télé de qualité, la Quality TV, c'est bien entendu dans le format de la télévision, c'est-à-dire autre chose que le cinéma, ce sont des fictions qui parlent du monde. La lumière des étoiles mortes depuis longtemps continue toujours à voyager dans le temps et l'espace. C'est une télévision qui prend le spectateur pour quelqu'un d'adulte, qui fait confiance à la mémoire du spectateur, qui fait confiance à son intelligence, c'est-à-dire qu'on le laisse reconstruire les choses qu'on ne lui dit pas. Tout dans la nuance. Dans la première saison de la Maison Blanche, qui est la saison 1999-2000, il y a 3 épisodes où le président des États-Unis est confronté à un risque de guerre entre l'Inde et le Pakistan. C'est-à-dire quelque chose qui se passe maintenant, eux, ils en parlent déjà il y a 3 ans. C'est vous dire à quel point les scénaristes de The West Wing sont documentés sur la situation internationale. Tant mieux pour nous. Il y a des œuvres dans les fictions télévisées américaines, il y a des œuvres qui méritent d'être découvertes ou redécouvertes, qui méritent d'être regardées autrement qu'on ne regarde un film. Encore une fois, une fiction télévisée, une série, on ne regarde pas un épisode de temps en temps. Si on veut savoir ce que c'est, il faut en regarder au moins 5 ou 6 de suite. La vérité est là, je vous le jure. Il faut se souvenir que dans les années 50, le cinéma américain était considéré comme du cinéma de pur divertissement qui n'avait strictement aucun intérêt artistique. Il a fallu qu'il y ait des gens comme Truffaut d'un côté, ou André Bazin, ou Michel Simon, ou Benayoun commencent à dire, mais vous savez, dans le cinéma américain, il y a des auteurs, il y a Wells, il y a John Huston, il y a John Ford, il y a Howard Hawks, il y a des gens comme ça. C'est une sphère que j'aimerais connaître. Donc moi je considère qu'aujourd'hui c'est la même chose pour les fictions télévisées. Les Français pour la plupart ne savent pas qui est David Kelly. Ils ne savent pas qui est Steven Bochco, ils ne savent pas qui est Tom Fontana. Qui donc? Tous les gens que j'ai vu parler par exemple de Oz ou de Six Feet Under, Oz c'est sur Série Club, Six Feet Under c'est sur Canal Jimmy, ils vous parlent du pilote, ils n'ont pas vu le reste. Ils n'ont pas vu que Oz, mais c'est un truc absolument phénoménal de penser que depuis 6 ans maintenant, un type écrit tout seul une série qui se passe entièrement dans une prison. Génial. Cool. Buffy est une fiction extrêmement intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle intègre la notion la plus importante des séries télé, qui est le temps. Hein, Buffy, chaque année, change de classe. Elle vieillit. Elle n'a pas les mêmes préoccupations aujourd'hui, en particulier en matière de sexualité, que celles qu'elle avait quand elle était dans la première saison. Et surtout dis-moi que je m'y prends mal. Ça évolue. C'est un personnage qui vieillit. Et c'est une série qui aura une fin. New York District, c'est une série qui, sous les dehors d'une série, d'une forme archi connue, c'est la forme policière, un crime, une enquête, une procédure, parle de la société américaine en temps réel depuis 12 ans. Et que quand on regarde les épisodes de la première saison, de la 3e saison et maintenant, on voit toutes les modifications qu'il y a eu. Par exemple, les premiers épisodes, les 5 ou 6 premières saisons, ça se passe à New York. Les 5 ou 6 premières saisons, il n'y a pas la peine de mort dans l'État de New York. Donc, quand les procureurs requièrent, ils ne peuvent jamais requérir la peine de mort. Quand la peine de mort dans la réalité est réintroduite à New York, ils réintroduisent la peine de mort et les scénarios et les enjeux changent. C'est excitant. Friends, à laquelle on pouvait adhérer massivement au début, et au bout de 4-5 saisons, quand on voit que les personnages sont toujours verrouillés dans leurs problématiques de trentenaire, alors qu'ils ont quand même 50 plus ou 70 plus, ils veulent toujours pas sauter le pas, et qu'ils devraient passer à autre chose. C'est un âge où on passe à autre chose, et ils passent toujours pas à autre chose. On a les yeux perdus sur ce qui va être notre avenir, et on pense à notre mariage et aux jours heureux qu'on va vivre. Allez! La richesse critique des séries américaines, elle est ancrée dans des grandes références culturelles. Il y en a 3. Il y en a 2 qui sont communes aux États-Unis et à tous les pays anglo-saxons. C'est Shakespeare et la Bible. Sur quoi vous basez-vous? Dans Shakespeare, il y a tout. Il y a de la guerre, de l'histoire, de la comédie, de la farce, de la comédie musicale, puisque c'était des spectacles où il y avait de la musique, de l'aventure, de la comédie romantique, du fantastique. Monstres sanglants, morts par dizaines. Il y a un 3e corpus, c'est la Constitution, les constitutions des États-Unis. Il faut se souvenir de cette chose qui est quand même extraordinaire, c'est que la Constitution des États-Unis, écrite en 1776,
est le premier texte au monde qui commence par ces mots « Nous, le peuple ». Je suis avant tout citoyen des États-Unis d'Amérique. Et comme les Américains sont un peuple qui est jeune, qui a que 200 ans, un peu plus de 200 ans, et que leur constitution elle est tout le temps en train d'évoluer, elle est tout le temps en train d'évoluer, pourquoi? Parce que le peuple change tout le temps. Eh bien, c'est non seulement la source d'histoire, c'est-à-dire les conflits entre les droits des individus et l'État, ou la loi, et en même temps, l'histoire, c'est comment les individus font changer la loi. Voici au moins un point éclairci. La grande différence en France entre les producteurs de télévision et les producteurs américains, c'est qu'un producteur américain, prenez David Kelly, c'est qui David Kelly? Il est avocat et il écrit. Alors il délègue, hein, c'est pas lui qui va choisir le casting, il délègue, mais c'est lui qui connaît le sujet et il écrit ou il co-dirige l'équipe de scénaristes. Et il écrit. C'est un type qui ne sait pas faire sans avoir un crayon, un papier et écrire. En France, vous allez voir un producteur, et le producteur il vous dit « moi j'écris pas, c'est pas mon boulot ». La règle est la règle. Donc on est dans un système dans lequel les gens qui ont non seulement l'argent, mais le pouvoir, formatent tout. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils disent « Ah ouais, les Américains, ils formatent tout ». Mais non, c'est pas vrai. C'est pas les Américains qui formatent tout, c'est nous qui formatons tout. Mais on le formate, comment dirais-je, en direction d'un seul public, qui est le public français. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe? On a des produits qui ne s'exportent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont imbouffables. Je pense que le spectateur français est aussi éduqué que le spectateur américain. Je pense que les producteurs et les narrateurs américains ont beaucoup plus, et les programmateurs américains ont beaucoup plus de respect pour leur public que les nôtres pour nous. Oh non, arrête, c'est trop triste. C'est TF1 a diffusé il y a quelques années la première série de David Kelly qui s'appelle Picket Fences, un drôle de shérif, la ville du grand secret. Enfin, ils ont donné 3 titres français. Bon, bref. Ils l'ont passé. Au bout de quelques semaines, j'appelle, je dis « Monsieur, il faudrait que vous sachiez quand même que Picket Fences, c'est un feuilleton. Il y a des lignes narratives qui courent sur toute la série. Il y a donc un ordre de diffusion. Vous nous le passez dans le désordre. » Oh Là, cette année, je rappelle TF1 en leur disant « Pourquoi est-ce que vous nous passez les experts CSI dans le désordre? Expliquez-moi pourquoi. » Certes, il y a des histoires complètes dans chaque épisode, mais il y a aussi des lignes narratives qui concernent les personnages centraux et qui courent tout au long de la série. Pourquoi est-ce que vous nous le passez dans le désordre? Est-ce qu'il y a une raison valable? Et on me fait cette réponse extraordinaire. Oui, vous comprenez, les programmateurs ont pensé que pour accrocher le public, il fallait qu'on leur passe d'abord les épisodes forts. Je dis, attendez, pourquoi? Parce que vous croyez que les producteurs de la série aux États-Unis, quand ils sont allés sur CBS, ils ont commencé par les épisodes faibles? Vous ne comprenez rien du tout. Et les Sopranos, regardez comment les Sopranos ont été traités par France 2. La dernière livraison, il faut se dépêcher de finir, on en passe 3 à la fois à 2 h du matin. Qui a regardé? C'est pas des façons de faire, c'est pas bien du tout. Je crois que dans le DVD, ça n'a pas encore été exploité beaucoup, mais je crois qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait rajouter comme bonus dans les DVD, qui ne soient pas simplement des interviews des acteurs, mais qui soient des scènes coupées. Il y a beaucoup de scènes coupées à la télévision. David Kelly, un épisode d'Ally McBeal, il y a 15 minutes de scènes coupées par épisode. Quoi? Comme les séries télévisées sont fabriquées à un moment donné, pour accompagner une période donnée, le DVD ne peut être qu'une seconde possibilité de voir quelque chose qu'on n'a pas pu voir. Bon. Sauf s'il s'agit de séries vraiment très anciennes, par exemple je disais Le Prisonnier, moi je ne trouve pas vraiment justifié de sortir les coffrets DVD des séries en même temps que les séries existent. Ne crois surtout pas que t'auras le dernier mot.